Hello, bonjour, bonsoir, bienvenue. On espère que vous allez bien. On salue comme d'habitude les réguliers et ceux qui sont là de manière très régulière, voire même en avance. Je suis sûr que vous venez pour la petite musique. J'en sais que vous aimez la musique. Ce soir, on accueille Virtual Labs. Et voire même on se co-accueille. Normalement, il y a de la rediffusion, auto-partage. Virtual Labs, bonsoir, comment vas-tu ? Bah bien, bonsoir. Nice. Je suis vraiment le pire dans les intros à chaque fois. Alors, Non, vous l'avez compris, on a prévu un petit sujet à deux streamers pour 2 fois plus de plaisir. Et l'idée, c'est que, un peu comme la vidéo qu'on avait fait avec François il y a quelques temps, où il y avait François qui faisait ses premiers pas sur certains types d'exploits et moi qui venais donner des tips un petit peu plus PGM, on va dire, avec toute la humbleness du monde. Et là, aujourd'hui, c'est moi le noob pour apprendre grâce aux exos et au savoir de Virtu. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus sur ce que tu fais en termes de taf, de stream, de tout ? Ouais, rapido. Du coup, c'est un peu mon taf de base, ce qu'on va faire ce soir. C'est-à-dire que moi, en gros, je travaille en tant qu'ingénieur sécurité à Quarkstab. Mon taf principalement, c'est tout ce qui est rétro-ingénierie software et matériel. Donc, basiquement, on va dire le boulot habituel, c'est je récupère des objets connectés, des trucs qui sont hardware pur, et on demande de chercher des vulnérabilités dessus, de vérifier qu'il y a des choses qui sont bien implémentées. Donc, on passe par des 2 étapes, c'est-à-dire l'analyse matérielle et l'analyse ensuite du logiciel, enfin du firmware qui tourne sur le matériel. Donc, voilà, donc c'est du... on va dire que c'est un petit peu mon lot quotidien, quoi, ce qu'on va faire ce soir. Donc passion de base et taf après ? Ou taf de base et mordu overtime ? Je sais pas, j'ai du mal à faire la différence entre les deux. Ouais, j'en suis là aussi. C'est compliqué. Enfin, on va dire que vraiment... à la base, la passion, c'était coder. Assez rapidement, c'est devenu avec la question de comment ça marche derrière. Donc, c'est comme ça que la rétro-ingénierie est venue sur le tas. Qu'est-ce que ça fait quand on code ? Comment un compilateur arrive à produire du code exécutable ? À quoi ressemble le binaire qui est derrière et comment ça marche au niveau de la machine ? Et donc après, j'en suis arrivé à détricoter assez rapidement les binaires et à plonger dans le joyeux monde du reverse engineering. Et voilà, donc c'est toujours ensemble, quoi. Donc t'as du temps payé, rémunéré en pro, tu hack, t'as du temps perso, tu hack ou tu reverses, et t'as du temps en live, same. T'as du temps offline, same. Ouais. Passionné. C'est ça. Et bah tout pareil, mais en web, en cloud. Et donc là, ça va être sport. Alors je vais me baisser un petit peu, c'est vrai qu'on a des retours sur le niveau de son, normalement. Ouais, mais j'ai baissé mon côté aussi. Ah, t'as baissé. Parce que je me suis adapté à toi. Ah merde, attends. Et oui. Non, c'est bon, bouge pas. Je te laisse faire. On ne bouge plus. On est bon, on ne bouge plus. Je pense que normalement on n'est pas trop mal. En tout cas, moi je t'entends bien. Et côté chat, nous comptons sur vous. Si le son n'est pas adapté, dites-le nous. Et voilà. Et oui, vous en faites pas, la régie V2 arrive. Je suis en train de faire des carabistouilles avec Discord pour bénéficier de la qualité de traitement de son qui n'est pas présente dans les projets open source. Étonnant, n'est-ce pas ? Top clean. Incroyable. Et bah bientôt un jour peut-être un live à 3 streamers, qui sait. La communauté française grandit. Ok, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que tu m'as et à concocter pour les viewers ce soir ? Ouais. Alors du coup, je suis parti sur du basique, à savoir l'équivalent du CrackMe que tu as sur un PC classique, typiquement Linux ou Windows. Donc soit un fichier L, soit un fichier exécutable PE pour Windows. Et le but du jeu, c'est d'arriver à trouver comment valider la condition de réussite. Sauf que là, cette fois-ci, c'est sur du hardware. Donc, la condition de réussite, c'est pas juste faire afficher du texte, c'est avoir une interaction avec du matériel. En l'occurrence, ici, l'objectif, c'est d'allumer une LED. Donc, trouver comment faire pour allumer une LED sur un firmware qui est conçu pour une board. Et voilà, c'est un peu toute l'opération, en tout cas, ce soir. C'est du entry level, au niveau CrackMe, on n'est pas sur des gros algos de folie. L'idée, surtout, c'est d'arriver à voir un petit peu les différences qu'il y a entre le reverse classique sur des exécutables et le reverse embarqué qui a ses propres particularités, quoi. Right. Device ?
Du coup, attends, le web. Ah non, c'était pour dire sur quel device à nous travailler. Oui, alors on va bosser sur un. Alors pour des questions d'exercice et de praticité, on va travailler sur un environnement qui est émulé, juste pour que tu puisses appréhender un petit peu ce qui est censé avoir à partir de ce truc-là. Mais ce que je te propose en premier temps, c'est de travailler purement statique, juste avec le binaire que je t'ai passé, qui est un dump pur et simple du firmware qui tourne sur la board. Okay. Mais donc à la base, ce firmware il est conçu pour une board qui s'appelle la STM32VL Discovery, qui est en fait une board de développement créée par ST Micro et vendue par ST Micro, qui fonctionne avec un microcontrôleur assez particulier. Donc l'idée c'est que tu ailles justement chercher par toi-même un petit peu ses spécificités. Bon, bien sûr, je suis gentil, je t'ai envoyé les documents avant, donc normalement, tu n'aurais pas d'autres problèmes à mettre la main dessus. Et l'idée, c'est de voir un petit peu justement comment cette board fonctionne et en premier lieu, comment elle est câblée. Yes. Qu'est-ce qu'il y a dessus, quel est ce microcontrôleur, et une fois que tu sauras à peu près ça, il y aura moyen de pouvoir commencer la rétro-ingénierie de base du binaire, et on va utiliser principalement Ghidra pour l'analyse statique. Donc en gros le plan c'est le suivant. Première étape, analyse statique du binaire, donc on va le désassembler, regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, voir la gueule du code, des codes décompilés, etc. Le problème c'est que le binaire seul va pas t'aider, il va falloir que tu aies des informations à côté à partir de l'architecture matérielle. Donc on va faire une découverte de l'architecture matérielle, et une fois qu'on en saura plus sur l'archi matérielle, on va pouvoir configurer des assembleurs pour que ça marche mieux. Et à partir de là, s'il y a des pistes à creuser ou si tu as des hypothèses que tu veux tester, tu as un environnement sur QEMU qui permet d'émuler le firmware et qui te permet de tester l'interaction avec le système et voir si tes hypothèses sont bonnes ou si tu as trouvé la solution, en tout cas pour faire allumer la LED. Parfait. Sachant que, soyons bien précis, la LED, tu la verras pas s'allumer dans QEMU. Il n'y a pas de gestion de la LED. On va juste. Ouais, mais voir attends. QEMU, into émulateur escape, into on allume la LED sur le clavier. À tout moment. Ouais, plus compliqué, mais oui. ça d'avoir un truc viable. Alors, je pense que si on en creuse un peu plus avec une vue dans QEMU, c'était jouable, mais bon, là en l'occurrence, non, le but c'est vraiment de faire comme si la LED s'allumait vraiment sur le système, et c'est ce que fait le firmware. Hein. Le firmware il a le code qui allume la LED, sauf que toi en pratique tu verras pas la LED s'allumer, mais on va voir ensemble que en fait on peut savoir à quel endroit ça se passe. Ok. Voilà. T'en as un petit device en physique pour faire le petit hello bonjour, c'est ça? Non, pas celui-là, malheureusement. Au début, je voulais te faire un truc sur un petit microbit comme celui-ci. Ouais. Donc un device comme ça qui est assez marrant. Le problème, c'est qu'en émulation, ça marchait moyen et c'était pas cool. Alors parce qu'il a été supporté, le support a été ajouté dans QEMU il y a pas si longtemps que ça. Et au final, du STM32, c'était ce qu'il y a de plus classique et qui marchait bien en cas d'école. Donc on est passé dessus. Après, clairement, ça ressemble plus à des boards comme ça. Alors ça, c'est une plus récente, c'est une qu'on fait en stream en ce moment. Mais du coup, voilà, c'est des boards tout embarqués comme ça. Tu branches un port USB, c'est parti. Dommage pour le microbit parce que vraiment le titre putaclic, deux hommes jouent avec leur microbit en stream. Là, les views instant, ça aurait été sympa. Ouais, mais alors, tous les jeux de mots avec BBC microbit, c'est une catastrophe. Mais oui. Évidemment. Mais pourtant, on continue à les faire malgré le temps. Ouais, malheureusement, ouais. Yep. J'en profite quand même, je vois qu'il y a Top Clean en termes de viewers. Et toi, en termes de guest, j'ai eu le droit il y a pas longtemps à non, ton stream c'est bien, mais vraiment pour que ça marche, il faudrait que tu t'inspires de ceux qui font les trucs vraiment propres, genre Virtue et Top Clean. Je fais merci pour le conseil, mais voilà, cœur sur vous deux. J'ai pris une balle perdue, mais carrément. Ouais, carrément. C'est juste non, mais tu sais, eux ils font ça comme ça et. Super. Non, je sais pas, moi je trouve pas mon setup propre, mais bon, après c'est certainement biaisé, mais oui. C'est rodé overtime et clairement on voit beaucoup plus les défauts. Ouais, Top Clean en effet. Et oui, Mais écoutez les gars, prenez les compliments, il y a un moment. C'est ça. Alors, histoire de faire un petit peu montrer quels étaient les guidelines que j'ai reçus, parce qu'on a quand même préparé le stream un minimum. Ouais. Moi j'ai quoi? J'ai un truc pour faire de la prise de notes, fine. Derrière, j'ai un SVD que tu m'as communiqué à l'instant, qui est on verra plus tard ce que c'est, mais fichier de définition. Ça sert par la suite, mais c'est en gros c'est un fichier de définition qui va nous servir pour le désassemblage. Dis pas tout, ça viendra en son temps. Mais ça viendra, ouais. Un CrackMe, vous en doutez, 1,5 kg, je pense que c'est assez peu d'instructions assembleurs pour pouvoir s'amuser à tout lire et le lire ensemble là maintenant, pas du tout. Je serais étonné, 1,5 kg, c'est un peu galère. That's a lot, aucun doute. Surtout si tu le fais qui se self-modify.
On a également un PDF de 709 pages sur le référence manuel du STM32F100XX qu'on va également lire ensemble, tous ensemble ce soir, et passer un bon moment. Pas intégralement, mais une partie, oui. Nécessaire. On va contrôler dedans. On va contrôler dedans. Il n'y a pas le choix. J'ai eu le droit à ce petit document Corporate Template V3.1. J'attends la V3.2 depuis un certain temps, j'ai hâte. Pour le coup, celui-là, je me suis embêté, j'ai quand même vraiment pris le temps de le survoler parce que, vous vous en doutez, lire 24 pages de documents techniques devant vous, c'est pas le plus funky en stream. Même si toi, t'arrives à le faire de manière un peu interactive, je n'ai pas cette expérience pour rendre ça cool. Donc j'ai survolé, je pense qu'on regardera vite fait le contenu, mais au moins pour décrire la board, elle a 4 LED, 2 boutons, elle est incroyable, quelques kilobits de RAM, un peu de flash, donc du code, du stockage, machin, du stockage de trucs live. Des trucs, j'ai aucune idée de ce que c'est, genre Extension Header for QFP64 IO, à part IO, voilà. Et en last de notre liste, un petit outil pour pouvoir loader le SVD, j'allais dire SVG, le SVD présenté au préalable, qui nous servira, je pense, à faire en sorte que le firmware soit bien compris. Voilà pour les grosses pièces, et puis bien sûr, petit réflexe quand même, parce que quand même on fait du reverse, file, on aura du ARM Cortex, ok, ça donne 2-3 infos, stack pointer de base, reset, bon. 2-3 infos, je suis pas sûr que ce soit les plus utiles tant qu'on n'est pas en mode reverse full. Et tradition oblige, strings, crackme, pipe, grep, if, flag. Ok, ça c'est fait. Ouais. Ça c'est fait. J'étais mute bien sûr, mais oui. Évidemment. C'était forcément. Toujours, c'est pas drôle. Donc ouais, le file il arrive à retrouver la structure en mémoire parce que c'est un format qui est assez classique, vu que c'est pour de l'arme. Attends, okay. le quoi va retrouver la structure en mémoire? Ta commande file. Ah oui, file. L'outil qui trouve le type de fichier, en fait, pour lui, ça match une certaine structure qui est assez caractéristique des programmes ARM. En effet, j'ai pas remarqué, c'est ARM Cortex Firmware, c'est pas genre ARM Cortex ELF. Première différence. C'est ça. Alors, est-ce que je peux baisser un peu la musique? Oui, messieurs, je peux baisser un peu la musique. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Et j'ai aussi le contrôle sur s'il y a une note aiguë qui vous casse les pieds, je pourrais également tège juste cette note. C'est un peu plus modulable qu'avant. Alors, il me semble que tu voulais également voir un peu quelles sont mes bases avant qu'on commence pour voir s'il n'y avait pas des choses à couvrir. Est-ce que je te balance tout ce que je sais? Est-ce que tu me poses quelques questions pour diriger un petit peu la suite? J'ai quelques questions de base. T'as déjà fait du reverse avec des compilateurs par exemple, Ghidra, a priori, IDA, tu me disais en intro? Ouais, globalement je suis joueur de CTF fou, donc je vais toucher à tous les outils, mais de manière légère. Donc Binja, IDA, officiel évidemment, Ghidra, tout un tas d'outils de lecture, de LF, de parseur, de format binaire, machin. Tout ce qui est assembleur to code, j'aime bien que ce soit du Red Deck fait par Avast, que ce soit les IDEA, Ghidra bien sûr, que ce soit les Snowplow quand on est dans Radar, Snowman quand on est dans Radar 2 et bien d'autres. Donc vraiment beaucoup joué, beaucoup testé de choses. Mais est-ce que ce sera rarement en firmware, beaucoup en exécutable? Ouais, c'est ça. Après, si t'as déjà l'habitude de reverser des exécutables, tu devrais pas être trop perdu. Ce qui va juste être un petit peu perturbant, c'est l'absence de repères au début. Parce que t'as du code, mais tu sais pas exactement à quoi il correspond, ni ce qu'il fait. Et c'est ça qui va être intéressant à creuser, justement. Top. Donc tu vas pas être trop dépaysé, ça devrait aller. Ok. Bon, quand même en termes de confidence, en plus de à quels outils j'ai déjà utilisé, j'ai fait une école d'informatique, système embarqué et réseau. Je suis rentré avec mes lacunes de réseau, je suis reparti avec mes lacunes de réseau. J'ai quand même chopé quelques notions à low level, donc dire que je sais rien, ce serait mentir. Genre j'ai vu le fonctionnement d'un processeur, j'ai fait une école d'ingé de ce côté-là, je sais qu'on peut aller lire écrire dans des registres, je sais normalement quand marche une ALU, j'ai déjà fait un peu d'assembleur à la main sur papier, parce que c'est rigolo, voilà. Like in the good old days. Donc, des bases, mais est-ce que ça suffira? À voir. Comment on fait la suite? Est-ce que c'est t'y part? Bah oui, on y va. Allez, écoute, je remets le partage d'écran.
Comme d'hab, n'hésitez pas à dire si c'est trop gros, trop petit, mais normalement je suis à peu près rodé de ce côté-là. Et donc tu m'as dit full statique pour le début. Ouais, ça va être plus simple. Allez, donc déjà prise de notes, on refait ça. Moi j'aime bien vraiment noter, structurer. Donc de ce côté-là, on a... Ah oui, ça je vais peut-être désactiver au moins l'extension Markdown, sinon ça va être illisible tout le long. Markdown c'est Oost. Markdown lint, désolé mais ça va être trop désagréable. Uninstall, c'est ciao. Restart extension, hop là. Ok, donc on a ça. Des informations qui sont a priori pas très utiles, donc on sait qu'on est en Cortex, ok. On a les documents qui sont donnés en indice. La première étape, je te conseille, c'est d'aller voir justement la board sur laquelle c'est censé marcher, parce qu'on est sur un truc qui est hardware, donc on va aller se documenter un petit peu sur comment elle est fichue. Et j'en profitais pour te filer le goal aussi, le good boy, quand t'as trouvé la bonne solution, ce qui est censé se passer. Ok. Et puis ça sera pas mal. Ok, très bien. Donc moi je vois STM32, je me dis 32 bits, super. Cortex. Bon déjà on peut regarder XSQ-X86, no match, SQARM, match. SQARM, archive supérieure performance, oui 16 bits, ok, mais SUN32, donc a priori ce sera vraiment de la RM32. Ouais. Ok. Feature, donc on a dit qu'on avait de la ROM, de la RAM, enfin de la flash et de la RAM. Tu fais une différence entre RAM et SRAM? Parce que je vois ces termes utilisés de manière... D'un point de vue système, ça change pas tellement. Ok, côté hardware plus? Oui, côté hardware plus, mais au niveau système, il n'y a pas de grosses modifications en tout cas. Ça n'a pas d'impact sur la partie programme. Ok. Donc, des LED x2. Ouais. Du power 5 volts ou 3.3 volts. Fine. Ok, bon, des LED de couleur... attends, tout LED 3 et 4, green, bleu. 2 boutons, ok. Donc on a 4 LED au total. C'est ça. Donc a priori, s'il y a du clignotement, il y en a 2 qui sont communication USB et power, donc on ne pourra pas contrôler ces deux-là. Et tout LED 3 et 4 qui, elles, sont un peu plus user-defined. C'est ça. C'est 2 LED utilisateurs qui sont à destination de l'application. Donc c'est quelque chose que tu peux piloter à partir du microcontrôleur. Ok. Donc s'il y a une LED qui doit s'allumer, c'est une des 2. Ok, top. Tout push button, user, je présume que c'est pour nous, et reset, que si on le touche, ça se passe pas comme il faut. Bah ça reset la board, ça repart à 0. Ça veut dire quoi reset pour une board? C'est power off, power on, ou c'est on remet la RAM telle qu'elle était... En fait, c'est pas un power off, power on, c'est en gros, c'est une broche que tu vas mettre à la masse, à l'état logique 0, parce que généralement elle est complémentée, c'est-à-dire que l'entrée est active, est considérée comme active quand elle a un état logique à 0, et inactive quand elle a un état logique à 1. Et ce que ça va faire, ça va juste, au niveau de la circuiterie interne, ça va reset de CPU, ça va reset tout le contexte d'exécution en fait. Ok, donc limite ça met tous les trucs utiles à la terre et puis ça repart à 0 quoi. Et surtout ça génère une interruption qui est l'interruption de reset, qui permet de... Alors, je te passe des détails sur tout ce qui est un petit peu plus hardcore en interne, ce qui fait pas que ça, mais grosso modo, si tu veux, dans la plupart des microcontrôleurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils traquent aussi l'origine du reset. Est-ce que c'est une mise sous tension ou est-ce que c'est un reset via la broche de reset? Donc on peut savoir si c'est l'utilisateur qui appuie sur le bouton, si c'est une board qui est mise sous tension pour la grande majorité des cas, et ça remet vraiment le truc à 0, donc ça redémarre ça relance ton programme principal, quoi, grosso modo. Ok, top. Re-question. La manière dont je vois le système comme ça dans une board, vu qu'il n'y a pas vraiment d'OS à proprement parler, qu'on va juste jumper sur notre firmware, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des drivers low level, un firmware quand même qui va juste allumer les trucs, tout ça, et ensuite qui va juste jump sur notre entry point de firmware. Ouais. C'est ça, c'est un gros programme qui tourne. Okay. Et tu peux avoir des systèmes embarqués sur ce type d'hardware, mais ça reste un gros programme qui tourne. Ok, et donc là, quand on dit remise à 0... Il n'y a pas de kernel ou de userland si tu veux, tout est à plat, sauf bien sûr quand tu es sur des archives plus complexes, mais là clairement sur celles qu'on a, ça change rien. Attends, tout est à plat, ça veut dire qu'on arrive, on a déjà LPE? Parfait, ça on commence sur un win. Alors, on verra s'il y a du LPE dessus. Enfin oui, au niveau privilège, en tout cas, t'es clairement au même niveau. Enfin, il y a qu'un seul niveau de privilège qui existe. Il n'y a pas plusieurs.
Blague à part, j'imagine que dedans, il peut y avoir du TPM, il peut y avoir des enclaves, il peut y avoir des trucs qui sont pas accessibles open bar. Alors pas sur ce microcontrôleur-là, je pense, mais t'en as qui supportent effectivement des trusted dans l'exécution des TE, des environnements d'exécution trustés. T'as aussi des archis, typiquement tout ce qui est Arch64 qui supporte par exemple des différents niveaux d'exécution bref, tu peux faire tourner des OS dessus avec un vrai cloisonnement entre les différentes tâches. Tu as des tâches, bref, ça dépend vraiment du hardware. Et là, en l'occurrence, ce microcontrôleur qui est dessus, faudrait peut-être trouver ce que c'est avant, mais je crois que je t'ai passé PDF, donc c'est liqué. Ouais. Et ça doit être marqué à un moment donné dedans. Parce que sinon, tu ferais quoi? Tu ferais maxi zoom et... Non, c'est dans la doc. Si jamais on est sur une vraie board hardware, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on repère les marquages et on essaie de trouver ce que c'est. Hein. On regarde la référence et on chope la datasheet et les PDF en question. Donc là, c'est ce que je t'ai passé en ressources. Donc globalement, on cherche juste le type de microcontrôleur, le jeu d'instructions. Et parce que typiquement, tu peux pas juste te contenter de charger un firmware comme ça dans Ghidra ou dans IDA, parce que il y a un élément qui est super essentiel quand tu veux le charger en statique, c'est que tu dois savoir exactement à quelle adresse il se trouve en mémoire, parce que ça dépend des archis et ça dépend aussi des des microcontrôleurs et autres, de l'architecture principalement. Mais donc il faudra d'abord trouver ça. J'ai pu voir, grâce au superbe workshop Grehac, bisous au staff, petit workshop Ghidra sur comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on se plug à l'intérieur. Donc vraiment, j'ai passé mes 2 heures à apprendre des trucs tout le temps. Ça reste extrêmement entry-level parce que je ne touche jamais à ça. Ouais, alors autant les différentes adresses pour essayer de replaquer le firmware et qu'on arrive à comprendre ce qui se passe, ok. Mais est-ce qu'on a vraiment... Bon, je présume que oui, mais on a différentes flavors de ARM. Il y a certes différentes versions, mais on peut avoir un set custom ARM au sein d'une même version. Tu peux avoir un set custom ARM, oui, là, typiquement, si tu prends de l'ARM V6 ou V7, t'as des variantes avec différents jeux d'instructions qui sont supportés ou pas. Et idéalement, si tu veux désassembler correctement ton binaire, sachant qu'ARM, il y a quand même un tronc commun, entre guillemets, mais si t'as des instructions qui sont pas supportées, c'est pas catastrophique. T'auras juste des parties que tu désassembleras pas correctement, mais globalement, tu peux toujours y aller un petit peu en tentant un guessing, mais le mieux pour éviter les problèmes, c'est de savoir exactement quel est le jeu d'instructions qui est supporté. Et ici, le mieux, c'est d'aller chercher quel est le jeu d'instructions supporté par le microcontrôleur utilisé ici. Allons-y. Donc, Getting Started Requirement, Toolchains, Software Order Code. Ok. Je présume que nous, on va aller directement côté microcontrôleur, mais on peut quand même over un peu le document. Le Quick Start, c'est vraiment qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Le Get Started, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Ok. Où trouver plus d'informations, plus d'aide. Requirements, je pense que c'est ce qui fait qu'on va arrêter le stream maintenant. C'est que je n'ai ni Windows 2000 XP ni Vista, donc ciao. Ça m'a jamais bloqué, hein. Mais bon. J'imagine bien, mais ça m'a fait rire quand j'ai vu il faut au moins 2000 ou Vista. Je fais ciao. C'est pas une board toute récente. Ça, j'ai zéro compris. Le fait d'avoir commandé S32 en mode Discovery Line, vous pouvez utiliser tel code. C'est un truc d'achat en ligne? C'est un promo code? Non, c'est pas pour les achats en ligne, c'est la référence chez le fabricant en fait. Okay. Quand tu cherches à commander des boards chez Mother, Farnell ou des fournisseurs divers, tu tapes STL32 via Discovery et en fait tu tombes directement sur la board en question. Ok. Avec peut-être différentes révisions de la board ou vraiment un keyword égal unique? Il n'y a que celle-là a priori, et c'est un genre d'SKU en fait, un code qui représente le produit. C'est un SKU. SKU, si vous ne savez pas, identifiant unique pour un produit. Ça évite par exemple que sur différentes marketplaces, vous ayez 20 fois télécommande je sais pas quoi. Vous avez télécommande machin, mais vendu par 20 vendeurs différents. Histoire d'unifier un peu et de rendre le truc digeste. Coucou aux anciens de Mano Mano aussi, si jamais vous êtes là. Ok, hardware et layout. On a dit qu'on peut parler à notre board à base de un ST-Link, donc produit ST pour parler et débugger, je présume. C'est ça. Les headers sur les côtés, je présume que c'est des I/O vers les différents périphériques. C'est ça, c'est en gros dans ton microcontrôleur, tu as des GPIO, donc des entrées-sorties, ce qu'on appelle les general purpose, donc vraiment qui servent un peu à tout en fonction de la configuration. Ça te permet du coup de connecter ta board à d'autres trucs pour faire du prototypage, principalement. Ok. C'est fréquent d'avoir une board qui permet d'administrer une board, voire 2 ou 3 niveaux d'imbrication pour des trucs plus chers. Ouais. Ok.
Vraiment, je ne touche pas à ça, donc je découvre. Bah, typiquement, celle-là, c'est une value line, c'est-à-dire c'est une board d'évaluation. Grosso modo, quand tu veux démarrer un produit ou bosser sur un prototype, c'est une board qui permet d'avoir un truc clé en main fourni par le constructeur et qui permet de... T'as du code d'exemple qui supporte le microcontrôleur en question et ça te permet de prototyper facilement et de voir si, par exemple, ce hardware-là peut convenir à ton besoin et après tu peux l'intégrer. Donc on joue et quand on a un amarre, on casse la liaison ou on la crame et derrière ça y est, ça part en prod ou c'est vraiment un device différent pour la prod? C'est assez rare d'avoir un truc en prod comme ça qui est issu de cette board là, mais non, tu peux cramer la liaison. En fait, techniquement avec des jumpers, tu peux déconnecter le programmateur si tu veux. Pourquoi? Parce que des fois tu as des pins utilisés pour la programmation que tu peux reperposer pour faire de l'entrée-sortie. Et du coup, tu peux avoir besoin dans certains cas de déconnecter le programmateur. Mais globalement, ces boards-là servent juste à de l'évaluation, en fait, à faire du prototypage principalement. C'est des boards de découverte, hein, c'est l'objectif principal. Très bien. Eh ben, Squala, nous sommes partis en avant la découverte. Je présume que c'est ce qu'on voulait, avoir le modèle exact du microcontrôleur et des informations qui lui sont propres. Ouais, et si on peut avoir plus de détails sur le jeu d'instruction, le type de CPU qu'il y a dedans, c'est mieux. Parce que le microcontrôleur, c'est pas juste un CPU, hein, t'as un CPU, donc l'unité principale qui est là pour faire l'exécution d'instructions, etc. Et t'as tout un lot de périphériques qui va avec, dont on parlera un peu après. Ok, bon, Control F Instruction 7, un seul match, ARM Cortex M3, somme de 32 bits Instruction 7 channel DMA. C'est ça. Flag numéro 1. Oui, flag numéro 1, t'as le hardware, c'est ce qu'on cherchait. Donc ça veut dire que maintenant on sait quelle est la puce sur laquelle ça va s'exécuter. On connaît la référence de la puce complète. On sait par exemple que c'est aussi le jeu d'instruction qui est utilisé. Ça c'est cool. Il nous manque un élément. Maintenant, pour pouvoir charger le binaire, c'est à quelle adresse ce binaire est chargé, à quelle adresse se trouve le programme, le firmware qui est censé s'exécuter dessus. Donc il faut savoir, il faut qu'on ait maintenant l'info. Et ça, malheureusement, t'as pas 46 moyens de l'avoir, il faut aller voir la doc du microcontrôleur. Donc globalement, si je présume qu'on va le replaquer, donc grep base address, mais ils le mettent pas dans le premier, dans le document de base. Non, là c'est juste un brief sur un user manual sur la board. Ils font pas un détail complet du microcontrôleur, parce que ce genre c'est... Ouais, puis t'es sur 24 pages. Les documents constructeurs pour les microcontrôleurs, ça va de 600-700 pages à 2000-3000 pages des fois. Et notamment les références manuelles. Le manuel de référence, c'est pas la datasheet, hein. T'es pas sur un descriptif de ton produit, c'est vraiment à destination des personnes qui vont développer sur le microcontrôleur en question, et ça détaille absolument tout. Comment fonctionne le hardware, les périphériques, la mémoire, si tu dois faire telle ou telle opération, voilà les étapes qu'il faut suivre. T'as le détail absolument de tout ce qu'on peut faire avec. Ok. Bon, attends, avant d'aller là, ça, je pense que ça first shot le truc, mais quand même montrer un peu la taille du document et ce qu'on peut y trouver. Des conventions, comment lire et utiliser le document, je présume. C'est ça. Abréviation pour les registres, etc. Toute la partie mapping, bus, adressage. Ouais. Donc comment ça boot. CRC, c'est tout ce qui est fiabilité. Code de redondance cyclique, du classique, c'est des checksums en fait qui sont... sauf que là, dans ce microcontrôleur, tu as un périphérique qui gère ça. Donc tu as du hardware qui gère le calcul de checksum. C'est intégré. Checksum de la donnée qu'on manipule ou checksum pour éviter qu'il y ait des failures du système? Ok. Non, n'importe quelle donnée en fait. Tu peux aller voir, si t'es curieux, tu peux aller voir en cliquant sur CRC Main Feature, ou même introduction, t'auras la présentation de l'unité en question. Mais grosso modo, là, c'est un FSR quoi. Ok. Ah oui, ok. Petit clin d'œil pour le challenge de RootMe LFSR. Le monde est petit. Ok, donc on a ça. On a la doc CRC, la doc d'alimentation. On a... Putain, même ça, on va que 10 pages en 10 pages sur 700. Le sommaire, on va pas le faire en entier, en fait. Non, parce qu'en fait, là, grosso modo, il t'explique vraiment toute l'organisation de la mémoire, les différents contrôleurs, tous les périphériques matériels, en fait. Comment tu es censé interagir avec, quels sont les... tout nous intéresse pas. Hein. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est le contrôleur GPIO, parce qu'on est censé allumer une LED, donc c'est ce qui drive les GPIO qui va nous intéresser, et la mémoire en particulier pour savoir où est-ce qu'on doit charger notre binaire. Pas plus que ça. Ok, après c'est quand même vachement cool, c'est quand même le document qui t'apprend à contrôler le temps, donc plutôt stylé. Bon, j'en profite quand même, petit aparté, ça fait trop plaisir de vous voir, tous les régus, tous les nouveaux, welcome. N'hésitez pas à poser vos questions, même si moi je suis un peu focus là-dessus. Virtu a aussi accès au chat et donc il pourra sûrement prendre des questions à la volée pendant que je serai en train de péder un peu plus en reverse.
c'est l'occasion. Hein. Bon, c'est l'occasion. Il est tout le temps en stream, certes, mais c'est l'occasion de poser des questions ici. Bref. Ok, donc on a dit base address. Et pour moi, main memory égale ROM, donc base address, bam. Alors, en l'occurrence, c'est pas de la ROM, mais... Ah ouais? Oui, on peut l'écrire. C'est de la flash en l'occurrence ici. Mais dans ma tête de Powner, ROM égale là où on a l'assembleur et le point texte. Avec, voilà. Non, ce qui est surtout important, c'est chercher les mots-clés memory map. C'est pas base address, ça va t'aider, mais memory map, ça va être encore mieux. Ok. Memory map, c'est vraiment la carte mémoire qui te dit à peu près comment la mémoire est organisée. Donc là, tu vois, par exemple, ça te donne non seulement l'endroit où la flash se trouve, mais aussi tous les périphériques qui sont utilisés. Je pense que tu peux scroller un petit peu vers le bas. Donc c'est dans Memory Map, je cherche flash et... Ouais. Ah. Attends, je sais pas, ils ont pas fait un beau diagramme sur la Memory Map dans celui-là, je sais plus. Bah écoute, attends, j'ai scrollé comme ça plutôt. Ouais. Là, on a les parties schématiques internes. Je vais nous mettre en full screen. Et... Ouais, c'est ça. Hop, on y était. Vas-y, remonte un peu. Celui-là? Juste avant. Un peu encore. Hop, parfait. Donc ouais, c'était là où t'étais. Donc base address, effectivement, là c'est l'organisation du module flash. Et donc, comme tu l'as vu, main memory, effectivement, avec base address, et tu vois que ça commence en 0x0800 avec 4 0 derrière. Donc c'est un adressage 32 bits, hein. Forcément on est sur un STM32. Et ton adresse, ta mémoire flash, elle est découpée en pages de 1 kilo-octet. Donc c'est un truc assez caractéristique des trucs embarqués, c'est que la mémoire flash, c'est pas juste comme dans un fichier qui est chargé en RAM dans un PC où tu peux manipuler ça comme tu veux. Si tu veux supprimer par exemple de la mémoire flash, il faut que tu effaces intégralement ta page avant et ensuite que tu réécrives l'intégralité de ta page. En gros, ta granularité sur l'effacement, c'est 1 kilo. Ok. Alors, on va pas effacer, donc on s'en moque, mais en gros là typiquement l'adresse de base c'est bien 08000000 et c'est à cette adresse mémoire qu'est chargée la flash, et c'est bien sûr à cette adresse là que le microcontrôleur va chercher l'information pour pouvoir lancer le programme principal qui tourne sur le microcontrôleur. Alors la main c'est de la flash, mais par contre flash interface register. Donc tout est flash, mais ça c'est pas la flash qu'on veut. Non. Alors, ta mémoire, elle est répartie. La main memory, c'est vraiment le mapping de la flash. Donc, toi, dans ta puce, t'as une flash, une zone de stockage, comme sur une flash externe, mais sauf que là, elle est directement intégrée dans le microcontrôleur. Le CPU a accès à cette flash, mais il peut aussi contrôler cette flash pour, par exemple, faire un effacement de la flash. S'il veut faire un mass erase, ou si tu veux reprogrammer une page, tu peux pas faire ça directement en écrivant à l'adresse de la flash. Quand tu accèdes à tout ce qui est en 0800, c'est en read-only. Si tu veux écrire de la data, alors oui, c'est t'es sur de la ROM, oui. Mais c'est pas totalement ROM parce que tu peux quand même réécrire cette partie-là. On va dire que juste d'un point de vue mémoire, t'es sur une zone mémoire qui est en read-only. Et si tu veux changer une page, tu peux le faire, mais il faut passer par le contrôleur de flash qui lui va faire la partie reprogrammation. Et le contrôleur de flash, il est piloté avec ce qu'on appelle des registres MMIO, donc des Memory Map Input-Output Registers, qui sont globalement des adresses mémoire à laquelle on va écrire des valeurs bien particulières. Et ça va nous permettre de contrôler le matériel derrière, donc le contrôleur qui est purement dans le silicium et qui lui va contrôler la flash. Ok. 1 kilo, page 127. C'est suffisamment précis, on part du principe qu'on a 127 kilobytes de... 128 pages du coup. Et oui, bien vu. Ok. Est-ce que je me la suis noté? Non, je l'ai pas noté. Base address, let's go. En plus je dis 127, c'est pas rond et je me dis tout va bien. Hop. Et on a dit plus 128 kilobytes. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est pas catastrophique si on l'a pas pour l'instant, mais on a tout ce qu'il faut pour pouvoir charger dans Ghidra. On connaît le jeu d'instruction. Pas de souci. On a le jeu d'instruction, on a l'adresse à laquelle c'est chargé en mémoire. Donc là, grosso modo, normalement, on peut commencer à ouvrir le fichier binaire que je t'ai passé dans Ghidra. Pour regarder l'assembleur, ouais, mais pour voir où il stocke les trucs, genre c'est dans le VSD qu'on verra plus tard, la partie emplacement RAM et tout. Alors ouais, on va aborder les problématiques de périphérique et d'interfaçage de périphérique juste après, mais déjà on va commencer. Premier truc qu'on va faire, c'est ouvrir la RAM. Juste où est-ce qu'on met les variables pour Où la RAM est vue comme un périphérique. Ah, mais la RAM, non, c'est une zone mémoire. Tu l'as dans le mapping mémoire, normalement. Regarde bien. Tu remontes un petit peu dans le document. Ouais. Tu dois avoir la RAM qui est mentionnée dans les... Non, plus au-dessus. C'était la page d'avant, je crois, là où il y avait tout le tableau. Ouais.
Plutôt début, plutôt fin? Je sais pas, ça dépend de comment c'est organisé. Ah. Là, c'est... bah... Sinon, cherche RAM, hein, tu vas trouver les informations sur la RAM. Ouais, j'ai peur que ça nous fasse scroller très très bas ou... Oh, pas tellement, t'inquiète. Ou SRAM, si tu veux, ça devrait peut-être donner quelque chose de mieux, parce qu'apparemment, c'est ce qu'ils utilisent. Ah bah, Embedded SRAM, le sommaire finalement. Voilà. Et c'est Ok. indiqué que l'adresse est en 20.00.00.00. Allez. Bon, petite question plus personnelle. SRAM, t'as jamais joué à Dofus toi? Moi ça me matrix à chaque fois que je vois ça. Non. Ok, super. je sais que je serai pas le seul, c'est pas grave. Non, je suis trop vieux pour Dofus. Ça fait un moment de mon côté aussi, mais... Non, c'est quoi le but de faire le proc du souvenirs. contrôleur, je suppose? On va reverser du firmware. C'est un crack-me hardware. Donc, ok, bon, on a les SRAM, on a le truc, donc je peux lancer un gentil petit Ghidra derrière. Alors, je peux faire ça. Oui, Hop, oui. Ghidra, run. Exactement. Push. Et est-ce que je peux commencer par te mettre un mini mind blow qui sert à rien mais qui est rigolo? Je suis tombé sur un easter egg pendant... le training, enfin pendant le workshop Gruhac. Et Nice. genre, tu sais, j'ai rien fait des 2 heures. Et c'était Ouais. mon moment, c'était... Ah. Ok, alors, new project, don't shared. En effet, download, on va quand même créer un truc dédié. On va l'appeler Ghidra Proj, histoire de pas tout pourrir. Save project, project name. Virtu, teach me. Hop. Waouh. Et derrière, ça on le balance en fenêtre 5. Non, pas en fenêtre 5, j'ai fait n'importe quoi. Don't mind me, j'ai pété une partie de la régie. Tout sauf la fenêtre 5. Pas ça, pas comme ça, pas maintenant. Ok, donc plutôt on va l'envoyer en fenêtre 4. Parfait. Ouais. Alors voilà Ghidra, attention, es-tu prêt? Ouais, tu vois le petit bouton affiche-moi le code parce que je sais pas faire. Oui, oui. T'as déjà cliqué 2 fois dessus? Non, parce que j'ai pas besoin de cliquer 2 fois dessus, mais ok. Qu'est-ce qui se passe quand on clique 2 fois dessus? Quand ton décompilo il marche pas, Ghidra pète complètement un câble et c'est assez intéressant. Voilà. C'est ok. tout. Voilà. Alors, file, open. Non, file, import peut-être. Import file. C'est ça. Computer, non. Home, downloads, Ghidra, non. Il était juste au-dessus. Non plus, je fais n'importe quoi. Un dossier quoi. Ouais. C'est celui-là. Ok, donc là on est sur du format binaire. Donc l'idée c'est de taper. Cortex ou RM? Alors bah du coup c'est du Cortex M3. Le problème c'est que c'est quel jeu d'instruction Cortex M3? Ah bah oui, ok. Alors c'est du Sum 2, ok, c'est bien, mais le Cortex M3 c'est un RMV6, V7. Il me semble que. Est-ce que cette channel veut. Non, j'y crois pas. Moi je peux t'aider si tu veux, c'est un RM. Attends, ARM-V quelque chose, non? Ouais, tu dois l'avoir peut-être si tu cherches CPU. Alors moi, normalement, il te donne CPU espace ou instruction set. Tu auras peut-être des détails sur le. Mais vu que c'est un Cortex M3, c'est pas dit qu'il te donne le hardware qui est derrière. Ici là. Instruction set, il donne pas plus d'informations que... Non, il te donne pas plus que ça. À la limite, peut-être dans le PDF de l'autre, tu auras plus d'infos sur le jeu d'instruction. Mais lui, Instruction set, il match rien. Instruction du 31 match. Écoute, on va itérer. Ouais, parce que là, je dis sinon un petit coup de Google, ça te donne la réponse. Récemment, tu Google ou tu GPT quand t'as des questions comme ça? Généralement, je Google encore, moi. Je suis un peu de la vieille école, mais ça m'arrive de GPT. Là-dessus, franchement. Moi, je dégaine, je contrôle clic pour avoir GPT Claude le chat. Et si ça trouve pas le Google. C'est Cortex, t'as mis Corted, à mon avis. Oui, bah sinon. Oui, en effet. T'as peut-être plus de résultats sur Cortex. Et non, mais juste Cortex M3 et ARMV, ce que tu veux. Mais il me semble que c'est vrai que Cortex M3, ARMV. Oui. Voilà, tu fais un truc comme ça et généralement il te sort le détail. Ouais, bah juste ça, même si c'était parfait. Tu vois là Ouais, je pense qu'il va te on a déjà ouvert 2-3. Oui, on est plus après. Instruction. Tu cherches ARMV quelque chose, ouais, généralement il te donne le. Et puis là, ils vont pas te donner, bien sûr. Là, ils veulent pas, évidemment. RMV7M. Voilà, c'est ça. Au pire, c'est ça qu'il nous faut. Au pire, moi, je viens du web, je dis, c'est une IDOR, RMV, il y en a que 10-12 au maximum. On va itérer.
Après, si tu te Ok. plantes là-dessus, c'est pas catastrophique en soi, hein, mais c'est mieux de mettre de disas avec la bonne archi. Donc là, maintenant, tu peux retourner dans Ghidra et sélectionner RMV7. Et c'est Tu du sais qu'il y a Little quand même Indian par défaut. différents niveaux de être un animal. Parce que, ne serait-ce que là, la base d'adresse, moi en CTFR, c'est ok, 32 bits plus, ce sera très probablement aligné. Donc les 3 derniers on dégage. Donc on a que ça à brute forcé. Sûrement ça commencera pas de la fin. Donc on peut faire un script qui va lancer Hydra en boucle jusqu'à ce que ça matche. Ouais. Alors, J'adore ce qui est dégueulasse. Ouais, c'est pas efficace, mais. Enfin, c'est pas efficient, C'est- devrais-je dire. ARM-V7. ouais, mais là, c'est le ARM, t'as langage. juste ARM. Ok. ARM, Ok, voilà. ARM, Tu vois, V7. t'as ARM et t'as V7. Et Ensuite, t'as la petit size et le Indian. Donc, un little. V. Alors, V7 Little, le default, c'est parfait en 32, ouais. Sachant qu'après, tu peux choisir la flavor que tu veux, mais bon, là, pour l'instant, c'est vraiment pas grave. Vas-y, tu Ok, peux faire c'est le juste QC. des aides ou des compilos. Ouais. Ok. Si tu le fais pour du Visual Studio. Après, tu vas dans Options. Ouais. Hop. Ouais, et ok, donc là, ok. voilà. Sauf là, qu'on a t'as dit la base adresse. Flash. Ah. C'est ça. C'est ça. T'as la ref. Ouais, T'as la j'ai. ref. Ouais. Lens default ou FFF? Ouais, par défaut, c'est bien. Après, on pourrait peu voir. importe. C'est pas celui-là où on aurait le 128 kilobytes, idéalement. Ouais, tu peux lui mettre la taille complète, il va charger dedans. Ok. Et là, je te choque si je fais Non, 128 kilobytes converti en. Allez, ok. Alors, est-ce que je veux l'analyser? Je présume qu'il n'y a pas de mal à ça. Vas-y. Dans analyse, ça devrait aller tout seul, non? Ok, next. Ça, les pop-up, Ouais, je sais ouais. faire. On est sur de l'arme, c'est assez simple. Est-ce que tu connais de tête le petit outil pour aller au moins zoomer un petit peu ça pour nos chers téléspectateurs? Comment ça? Dans la juste config? histoire... Ouais, juste de zoomer ça un petit peu facilement pour pas que ce soit trop petit. Tu dois pouvoir aller dans les préférences du... non, dans l'onglet des compis de crackbee.bid, là t'as le code d'assembleur. T'as un truc pour configurer l'outil normalement dans les petites options en haut. Tu vois la fenêtre listing crackbee, voilà. Tu dois avoir un truc, alors je sais plus quel c'est. Ça c'est pour les champs. Il n'y a pas de tooltip, si il y a du tooltip. Si. Vas-y, prends le... Merde. Attends, faut que je relance Ghidra pour avoir le... T'es sûr qu'il n'y a pas un truc pour dire la fonte Oh, je sais plus. Ok. Je fais pareil, mais Julien il s'arrache les cheveux aussi quand je sors le Ghidra. C'est pour ça que j'aimerais au moins prendre un tout petit peu dans tout l'option. Bah dans la config, non, attends, je check vite fait. Ça fait un peu de bruit parce que voilà, le clavier, Michael, tout ça. Mais... It's fine. Découper leur display. Ah, il y a tout sauf la fonte. Size. Sérieux? Bah écoutez, on commence comme ça. Si tu trouves, tant mieux. Je regarde vite fait si j'ai la soluce, mais hop. Ok. Mais sinon, bah, on va faire s'arracher les cheveux. Alors, on a plein de choses. Je pense que c'est vu comme. Ça nous dit pas que c'est vu comme du code. Je fais pas cette Ghidra. J'ai juste que j'avais fait. C'est pas du code. C'est pas du code. On est au. Non, c'est pas du code. Là, t'es dans une zone très particulière. On n'avait pas dit qu'à partir de 8000, c'est là où on avait l'entry point et... On a dit qu'à partir de 8000, c'est là où il y avait la flash. C'est pas là où il y a l'entry point, justement. Ah, il va y avoir un truc d'offset. Alors, il n'y a pas un truc d'offset, il y a un truc super important embarqué qu'on appelle la table de vecteur d'interruption, ou IVT, Interrupt Vector Table, qui est un... sachant qu'en plus, dans ARM, tu as le premier point la première entrée qui est aussi un truc assez caractéristique. Du coup, cette table de vecteur d'interruption, c'est celle qui va permettre de dispatcher tous les événements matériels qui vont se produire. Donc, si tu as un périphérique qui a besoin de notifier le programme, qu'il y a quelque chose qui se passe, etc., c'est cette table qui va faire. Donc, tu peux tester Interrupt Table ou Interrupt Vector Table, tu dois avoir des informations là-dessus normalement dans le... ça plutôt que boot configuration? Non, c'est pas... De toute façon, faut que je te ressors des docs du Cortex M3, mais... c'est plus... Après, on va faire en TLDR. Sur l'architecture ARM, notamment les Cortex, le premier deword, donc la première valeur de 32 bits qui est à l'adresse 0, à l'offset 0 de la flash, c'est le pointeur sur la RAM. C'est ce que te donnait en fait file quand il te disait c'était en 20.00. Donc tu peux retourner dans Ghidra, aller sur ce qui est en 80.00. Attends, petit pré-shot. Ouais. On a du coup là des trucs qui ont quand même seulement une tête d'adresse, donc vu que nous on est un segment de code, il y aura la RAM indiquée quelque part, mais il y aura aussi un by the way ton code il est à tel endroit, genre une espèce de saved stack pointer.
à peu Alors en près. l'occurrence, c'est pas du save stack pointer, c'est un tableau d'entrée en fait, c'est un tableau de pointeurs de fonctions qui vont être appelés dans certains contextes. Donc globalement, celui qui va t'intéresser, c'est celui qui a l'offset 4, qui est le reset vector. Ça c'est On le trouve quelque part, ça? dans Genre la doc, dans la doc, du Cortex. Si tu cherches ARM Cortex M3 IVT ou tout comme ça, tu devrais trouver les infos. Ok, ARM Cortex M3 IVT. La vector table par exemple ou autre, et tu devrais avoir ta table de vecteurs d'interruption. Moi je l'ai sous les yeux là dans le ARM Developer. C'était le premier lien dans Google. Ouais, celui-là. Regarde regarde la table là, qui t'est affichée, si t'arrives à zoomer dessus. Mais okay, ouais, en plus, faut que c'est une image qu'ils ont mis, c'est tout sale. Voilà. Non, en fait là globalement. Ouais, c'est du texte. Oh, c'est du. Mais il me semble, hein. Ouais, c'est du texte. Ok, bah regarde juste en bas, c'est par adresse croissante. Et en fait, au tout début, tu as ce qu'on appelle l'initial SP value, donc c'est la valeur initiale de ton registre SP, donc de stack pointer. Je t'ai dit, c'était un stack pointer qui a été sauvegardé. Ah oui, non, j'ai pas compris ça comme ça. Oui, c'est un stack pointer, mais qui est pas sauvegardé. En final, c'est la valeur de base. Ouais, mais si on saute dessus, c'est comme si. On saute pas dessus, c'est en gros quand ton CPU il va démarrer, il va mettre cette valeur-là dans le registre SP. Et l'offset 4, c'est le reset. Grosso modo, c'est l'adresse de la fonction qui va traiter toute l'interruption liée au reset. Donc globalement, c'est ton entry point. Donc un boot est vu comme un reset. Bah oui, le boot est vu comme un reset en fait, c'est vraiment le démarrage. Tout ce qui est NMI, c'est les non-maskable interrupts. Donc en gros, c'est des handlers, c'est un handler qui va traiter les interruptions non-maskables. Je vais pas entrer dans les détails, il nous intéresse pas trop. Ensuite, t'as le hard fault. Le hard fault handler, il va être appelé dès qu'il y a une exception ou une interruption surtout une exception qui se produit, genre t'as une division par 0, mais c'est pas traité par ton code. Bah du coup, paf, ça finit en hard fault. Après, tout ce qui est problème lié les erreurs de gestion mémoire, de bus, t'as toute une partie qui est réservée, puis il y a la partie SV call qui est utilisée pour les service calls, des routines qui sont associées à des syscalls grosso modo. Je synthétise énormément. Des syscalls alors qu'on n'a pas de kernel, à l'aide. Qu'est-ce que... Ouais, bah, en fait ton SV call c'est une feature dans ARM qui permet de dire à ton système qu'à une adresse donnée, t'as une table de pointeurs de fonctions qui permet de dispatcher des appels système, et t'as une instruction qui est l'instruction SVC qui permet justement en ARM de trigger un appel à cette interruption. Et en fait ton SV call c'est le handler qui fait le dispatch sur les différentes routines. Donc en fait tu peux avoir des... Ouais, mais ça ne nous servira pas en l'occurrence ici, mais c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Ah, et moi je prends tout ce qu'il y a à prendre en information. Hein. Bah, globalement, tu vois, ce genre de choses, on le retrouve sur des puces, typiquement le 951, tous les puces nordiques par exemple, ils s'en servaient énormément parce qu'eux ils fournissaient une stack wireless proprio avec des fonctions qui étaient appelées au travers de ces service calls. Ok. Et ça permettait d'avoir un truc binaire et une API derrière quoi. Je suis un peu chaque fois quand même, tu dis syscall, mais là on n'a pas de kernel ou d'userland, donc on a notre code qui tourne, et syscall c'est vu comme appel à la board et au truc sous-jacent, Silice, machin. En fait, l'instruction SVC, elle fait juste trigger une interruption numéro 11 qui va switcher. Alors quand tu es en traitement d'interruption sur les environnements embarqués comme ça, c'est comme sur des CPU classiques. En fait, on a une mise en stand-by de l'état du processeur. Et on est sur un traitement qui est vraiment particulier, des routines qui sont censées s'exécuter assez rapidement et traiter l'interruption, puis ensuite rendre la main au système. Donc tu peux avoir ton main déroule, par exemple, ton programme principal se déroule, il y a quelque chose qui va se passer sur un périphérique matériel, potentiellement ça va trigger un handler qui va aller traiter ce qui se passe sur le périphérique matériel très rapidement et ensuite rendre la main à ton main. Ok, ouais, c'est vraiment de l'interruption avec dispatch. C'est de l'interruption, c'est de gestion d'IRQ, globalement. Ok. Donc là, ce qui va nous intéresser pour le début, c'est le reset vector qui est le main en fait, l'entry point pour être précis, qui va être appelé. Donc ça veut dire que nous, on prend 4, on doit pouvoir highlight l'adresse et dire un truc du genre jump to address. Tu vas me double-cliquer sur la référence qui est à droite. T'as un lab. Voilà. Oui. Ok. Et donc waouh, parfait. Voilà, et donc là, grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'il te met ce qui se trouve à l'adresse 0800 sauf qu'il n'a pas considéré que c'est une fonction pour l'instant, parce que pour lui, c'est juste du code. Donc ce que tu peux faire, c'est dans la zone assembler, tu te places à l'adresse 0800
Pourquoi Avec ta souris. je veux bien, mais pourquoi est-ce qu'on arrive là à 430 par magie? Parce que c'est la référence. Alors, si tu retournes à l'offset 4, donc en 080004. T'as le macro Ghidra pour dire on revient là où on était? Oui, Est-ce que c'est voilà, ça? Ouais, c'est ça, ok. ça. Je sais pas si c'était modification ou Voilà. dernier emplacement. Ouais. Et en gros, Ok. t'as l'adresse Ok, plus 1. 430. Si t'as déjà fait un petit peu de reverse sur ARM ou vu l'architecture ARM, le fait d'avoir un plus 1, c'est pour activer le mode sub. Ok, ou le j'ai mode fait un sub peu 2, en je sais pawn. plus. Je suis fatigué. Mais oui, en gros, ça active un mode Bah, oui, en pawn, tu t'en sers énormément pour justement Densité avoir un jeu d'instruction, d'instruction. faire du rope un peu chelou, voilà. augmenter. C'est ça. En gros, ça permet de Complètement. passer sur des instructions en 2 bytes plutôt que du 4 bytes par défaut. Et du coup, ça permet d'avoir un truc avec moins de caractères nuls, par exemple, pour du shellcoding. Alors, Donc, c'est pratique. rafraîchis... Oui, par exemple. Oui. Rafraîchis mémoire, ça veut dire qu'on change de jeu d'instruction, mais on passe le proco en 16 bits pour changer, ou ouais, ça change carrément le mode d'adressage. Non, le proco il est toujours 32 bits, c'est le format des instructions qui change. Il accepte des instructions 16 bits, si je me souviens bien. Ok. Donc là, en 430, tu peux appuyer sur la touche F qui va créer une fonction. Alors juste, qu'est-ce qu'il fait pour moi, là, la manière dont je lis ça, c'est il y a du code à droite et il y a des références. Pourquoi est-ce que il décompile tel quel à partir de l'endroit où tu es censé arriver. Comment tu vois que ça n'a pas trouvé une fonction? Bah, c'est marqué undefined function, et en fait, quand c'est en gris comme ça, ton décompilo, c'est qu'il a pas trouvé la fonction. Ok. Donc là, tu peux faire F et magie, t'as une fonction qui est déclarée, et là, du coup, t'as du truc qui est un peu imbuvable. Mais en soi, c'est pas catastrophique non plus. Donc là, assez compliqué de faire son chemin là-dedans, et bon. Donc ça, c'est ton point de départ. On voit qu'il y a des boucles, on voit qu'il y a des appels de fonctions sans paramètres a priori. On va pas affirmer. On voit alors quoi? bon, si tu regardes rapidement, la première boucle, c'est juste une copie mémoire. Ça prend ce qui se trouve quand t'es à l'adresse PUVAR2. Donc attends, faut quand même qu'on zoome, je pense, sinon ça va être vraiment imbuvable. Ouais, attends, je sais pas. Ghidra, change. Apparemment, c'est la merde. Size. Ah ouais? Font size is unchangeable. Ah oui, d'accord, super. File preference. On va voir. Ça a été patché d'ici la file. Nanana, page setup configure. J'ai pas préférence. Peut-être dans où je suis fou. Attends. Configure. Alors non. Et vu que c'est du Java, sinon t'as des hacks pour faire ça en Java proprement. Ah ouais. Est-ce que vraiment on veut faire ça? Process function. Je sais pas, je pense pas. S'il y en a qui savent dans le chat, n'hésitez pas à donner vos meilleurs tips. On cliquera les boutons que vous nous direz de cliquer. J'ai le même problème en stream aussi. Tool option. Apparemment, vraiment là ce serait trop beau que ce soit là. Listing display, il disait. Listing display. Listing? Tu l'as où, listing? Ouais, sur la gauche. Sur ta gauche dans le drop down. Non. Ah, celui-là là, ok. Ouais, celui-là, ouais. Listing display. Display, ok. T'as un truc qui s'appelle listing display qui est un peu plus haut, tu es passé dessus. Attends, vrai. Listing. Voilà, le focus. Ok. C'est ça, et là tu peux changer la size. Ça, 14, 16. Quand même qu'on puisse voir beaucoup de code. Tu veux. Apply. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça fait que ça fait pas sur le compilateur, donc. Ouais, mais est-ce qu'on aurait pas genre code display? Sur le décompilo, je sais pas. On regarde le décompiler. Décompiler display. Yes, ouais, mais sauf que celui-là, on a dit qu'il avait pas vraiment de font size. Hein. Attends, je check vite fait, mais best font. Si tu l'as là. Ouais, c'est bon. 16 apply. Non. Ça va faire ok, je crois que t'as un pop-up qui est passé derrière. En effet, bien vu. Ouais, c'est Java. Ah oui, c'est mieux. Mieux, pas mal. Mieux. Est-ce qu'on mettrait le thème noir? Non. Souffrir. Pour rester éveillé à toute la nuit, ça. Ok, donc on a dit que là, on a run d'initialisation, donc on va copier A machin. Ça, c'est ce qu'on va copier donc à partir de ce segment-là. Donc on va regarder. On copie la donnée qui est ici. Non, c'est PUVAR2, c'est celui que dessus, c'est le date 08004 en 4.9c, là, celui-là, ouais. Autant pour moi. J'ai lu 3.2, je me suis dit c'est lettre 3.2, mais c'était 3.4. On copie de ce qui est pointé par PUVAR2 vers ce qui est pointé en PUVAR3, c'est-à-dire de 4.9c à 4.0. Et en fait, tu vois, 4.9c, c'est de la data principalement qui est stockée dedans.
Bon, alors c'est des références à Ok. des pointeurs de fonction ou autre, hein, peu importe. Mais du coup, ça fait juste une copie mémoire. Bien sûr, quand t'es en 08, 00, 4, etc. Attends, il le copie où du coup? Il le copie directement. Il le copie où? Il le copie, on a dit, dans En PVR3, donc 3. ici. Et ici, on a donc 4A0, 4... Donc plus haut. Non, Pourquoi ça m'a pas non, amené, plus bas. Parce que Là. c'est en fait, ça copie en RAM, c'est le date 08004A0, c'est pas l'adresse 4A0, c'est la valeur qui se trouve à cette adresse-là. Si tu veux que ça soit pris en compte, tu peux aller cliquer dans le désassemblage à gauche, à l'adresse 4A0. Tu vois, t'as ton date, tu fais un clic droit dessus. Tu vas sur ton date, tu fais un clic droit, tu vas Et dans on data. demande de pouvoir de la donner. Ouais, tu le mets un dword, ou Byte, un pointeur, dword. enfin peu importe. Ouais, dword ça sera suffisant et paf, il te dit clairement que c'est Ce qui pointe sur... Voilà, c'est un entier 32 bits qui est pointé par dword en 08 004 à 0 qui est en fait l'adresse de la RAM. C'est en 20 00, c'est ta RAM. D'ailleurs, on peut peut-être l'ajouter la RAM parce qu'elle n'est pas présente encore dans le mapping mémoire. Complètement. Pour Attends, l'instant. t'as dit 20 00. Moi, je ne vois aucun 20 00. Ah, retourne sur le 4 Ah oui, à si, 0. tu veux dire, c'est ce qu'on avait noté là. Ouais, c'est ça. Mais si tu vas dans l'adresse en 08 004 à 0 et que tu regardes ce qu'il y a dans Ghidra, tu verras qu'il y a la valeur 20 00 qui est stockée là-bas. Je vais en 08 4A00. Ok, 4A00 en Tu XT, peux ce qu'on avait là, directement. qu'on avait là, et donc celui-là. Et la valeur, elle est marquée là. juste là. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ton adresse de RAM au final. Ok. Adresse not found in program memory. Ah ah. Oui, parce qu'on n'a pas mappé la RAM en mémoire. Ouais, mais... Ah oui, parce que la RAM Dans est un ton endroit désassembleur. physique, et là, on va dire que ce sera à tel endroit en termes d'adresse. Voilà, c'est ça. Donc là, tu peux aller cliquer sur la petite carte électronique dans le menu, normalement, tout en haut. Gros, il y a trop la d'icônes. barre d'outils vraiment dans la barre d'outils Ghidra. Ouais. Plus à droite, à côté du bouton play, t'as une petite carte électronique. Ok, celle-ci. display memory map. Voilà, Ok. voilà. Après, il y a des shortcuts, tout ça, mais bon. Et tu peux cliquer sur le J'imagine. bouton plus pour ajouter une zone mémoire. Ok, Voilà. et donc là, on a dit... Voilà, tu peux la mettre RAM ou SRAM, comme tu veux. Tu lui donnes l'adresse de base. Ah, faut qu'on lui redonne le base? Non, on lui donne celui-là. Oui, celui-là, c'est l'adresse de base de la RAM. C'est son adresse de départ, si tu peux. Et lens, Et on a après, dit qu'on avait... combien ça dépend de la quantité de RAM qu'on a. Donc, on peut voir dans la datasheet et trouver la taille équivalente. Allez. Donc là, Ah, ça marche pas. Il n'y a pas un truc genre il fallait... Voilà, comme ça. C'est 32K de ce que je vois. Tout à fait. Ouais. Après 32K en hexa, ça fait combien à toi de trouver? Ok. Moi je suis un animal. Je fais 32. Oh mec, ça va être terrible. Vas-y. Kilobytes. Ouais, kilobytes. Et on est vraiment sur des puissances de 2. Hein. Et ça, c'est que le début. On n'a pas encore attaqué les registres. Ouais, les registres Tibichi, ça peut aller. Là, c'est juste que je sais jamais si c'est dans un sens ou dans l'autre qu'on fait le truc, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire que on a 32 kilobytes, donc 30... Attends, là, on veut l'adresse en... On veut la taille en hexa. On veut 32 kilobytes en hexa. Ok, ouais, mais du coup... Non, un kilobyte, ça fait combien d'octets? Un kilooctet, ça fait combien d'octets? 1000. Ah bah non. 1024. Alors, en fait, t'as raison. En fait, en kilo-octets maintenant, avec le SI, t'as raison. En kibi-octet, ça fait 1024, ouais. Donc, on fait 32 fois 1024, le tout en hex. C'est ça. Hop. Et oui, tiens. Ok. Ça. Feu, on est en read write. Ouais, en read write. Techniquement, il exécute aussi, mais on s'en fout. Hop, vas-y. De toute façon, il va pas exécuter les trucs en RAM. Ça me va. Ok, donc là, on a rajouté la RAM. Je close. Oui, tu peux close. Enregistre avant. Ouais, bon, c'est bon. Normalement, c'est fait. Et donc maintenant, ta zone RAM, elle est bien déclarée. Tu la vois dans ton petit truc Program Trees en haut à gauche avec la SRAM. Et tu peux appuyer sur P, par exemple, pour déclarer ça comme un pointeur. Attends, t'as dit le Programme Trees en haut à gauche. Il y a vraiment un vocabulaire que j'ai pas forcément. En haut à gauche, dans une petite fenêtre qui est à gauche du listing. En haut de l'interface, principalement. Il y a un truc qui s'appelle Program Trees. Et en fait, ils te disent, pour ton binaire, ils te disent toutes les sections mémoire. En vrai, on aurait dû faire ça. Ok, symbol tree, data type manager, console, file, décompiler, je connais. J'ai pas fait de tour d'interface, donc t'as dû commencer par ça. Ouais, non, mais moi aussi, pas le réflexe. Mais en effet, j'utilise quand j'ai besoin, mais
Bon, je suis plus un Bon, ça veut dynamic dire que guy. maintenant ton adresse mémoire 20000, il la connaît et il sait qu'elle pointe là-dessus. Et si tu double-cliques Ok. sur la SRAM, tu verras ta zone mémoire Ok. et notamment tu peux voir les références qu'il y a qui pointent vers la zone mémoire de la RAM et aux différents endroits. Donc là, ça nous dit qu'on a l'adresse 8430 et 8400, C'est enfin, ça. 476 parce que c'est pas du C'est DK, ça. qui pointent vers le début de la RAM. Donc sûrement Ouais. des fonctions d'initialisation ou de... Ok. C'est ça. Et ça 430, tombe bien, c'est là où c'est on ton était. Z vector. Bah ouais, ça tombe bien. Ça Donc se là, tient. en fait, t'as plusieurs boucles qui ont pour objectif simplement d'initialiser de la mémoire, principalement. Elles font de la copie mémoire. La première boucle, elle fait une copie de données. La deuxième boucle, que tu vois, le deuxième fork à la ligne 19 dans ton décompilateur, il fait juste une mise à zéro. Le deuxième fork. Le deuxième for, ok. Deuxième fork, oui, pas fork. Ouais, non, je m'en l'ai entendu. My bad. Ok, de donc souci. il fait en effet, il met toute une plage à zéro. On C'est peut... ça. Commentaire, point virgule? Ouais, point virgule, c'est ça. Ça se tient. Donc là, on a dit 7 même de 0, un truc comme ça. C'est ça. 7 même tout 0 à la rigueur. On va pas Voilà. écrire n'importe quoi. Et on a dit que c'est pas le meilleur endroit pour mettre ça. Et ça, on avait dit que ça copiait. Tout. Alors Ghidra, il est très mauvais pour placer les commentaires. Donc de base, attends-toi à ce qu'il démette un peu en mode random. Ok, c'est dommage. Oui, C'est fâcheux. c'est fâcheux. Donc là, il dit que ça copiait A var 3. Var 3 qui était initialisé à ça. Ouais. Non, qui est initialisé à ce vers quoi pointe ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est là où il va écrire. Ok. Le débord qui se trouve à cette adresse-là, c'est l'adresse à laquelle il va écrire. Je crois que c'est 20000, c'est le début de la RAM. Alors, je vais le mettre de côté, je sais pas si ça me la garde. Et on a dit que derrière, on allait écrire la donnée qui est placée à var 2, donc ça. Donc ça va être copie à tel endroit. Allez, copie plutôt. Tout, nanana, from, machin, len. Len inférieur à var 1 qui est mis à A. Au tout début. Bah ouais, mais il est en undefined. Non, mais ça, en fait, c'est du code C. Donc, tu as défini d'abord tes variables et ensuite, tu as l'affectation qui est effectuée. Ah oui. C'est con, je m'attendais à ce que ça le highlight, mais en fait, pas du tout. Non. Pourquoi T'es obligé de le faire manuellement, le coup de highlight. Pourquoi pas. Ok. Et donc ça, c'est la len. Donc... Ça voilà. Ouais, mais... What, ça va copier autant? Ou ça copie... Non, ça en fait, c'est ton pointeur qui est incrémenté. Donc, il va incrémenter PUVAR2, qui est en 4.9c, et enfin, pas en 4.9c, qui est en 20.00, jusqu'à ce qu'il atteigne 20.0008. Donc, en gros, il va faire une... 8. Et sachant que c'est une incrémentation de pointeur, le pointeur est incrémenté de 4 à chaque fois. La valeur est incrémentée de 4. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire 20.000, il va copier ce qui est en 20.004, et ensuite, et quand ça arrivera à 20.008, il stoppe. Donc, ça copie Donc 2 on débord. copie 2 bytes. Ouais, 2 débord. 2 fois 32, ouais. Attends, par contre, comment ça... Ah oui, ok, on dit qu'on était sur des... Ouais, mais on n'a même pas de type. Ah, si t'as des types, en fait, par défaut, il considère que c'est de l'undefined 4, mais si tu fais un clic droit... Et undefined 4, c'est quoi comme tu type? peux faire sélectionne la variable plutôt que le undefined 4. C'est undefined sur 4 octets. Donc en gros, il sait pas trop, mais c'est un truc sur 4 octets. Tu peux retype la variable avec un CTRL L notamment, et tu peux mettre un INT32, et tu peux prendre dans les types de base... genre ça, un 32 ouais, type. ou un UNT32, enfin peu importe, un truc qui tient sur 32 bits, et voilà, celui-là est très bien. Hop, tu valides ça, et ça... hop, vas-y. Hop. Ok. Voilà. Mais du coup, là, il t'a mis ça comme étant un entier. Et tu peux lui dire que c'est un pointeur sur un 32 bits, par exemple, si c'est une adresse qui a un pointeur. Et si tu fais un pas que 4 là On n'avait pas que 4 des variables. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est apparue du fait qu'on est. Des fois, il les rename un peu, ouais. Mais bon, c'est pas. Franchement. Ok. Bon, ça vaut pas le coup qu'on s'embête de le faire pour tous. En fait, cette fonction-là, elle sert pas à des masses plus que ça. C'est vraiment les wrappers du compilo qui sont. Ok. C'est toute la partie initialisation de la RAM avec des valeurs par défaut, sachant que bon. Et puis t'as des callbacks, enfin des fonctions qui sont appelées pour initialisation de je sais pas quoi, qui se trouvent juste après la mise à zéro, la boucle for qui met à zéro, il fait des appels de fonctions avec des pointeurs de fonctions qui sont plus des routines d'initialisation de certains trucs. Et ce qui va nous intéresser, c'est de trouver le main, parce que ça, c'est pas le main, en fait, c'est vraiment le. Ah. Généralement, c'est un wrapper qui est utilisé pour faire toute la phase d'initialisation.
Ok, donc là je m'amuse, mais en fait, utilité moins quoi. Ouais, moins. On va Donc perdre plus pour de trouver temps le à main, on analyser fait ça. quoi? On cherche les strings et on chope une En crossref. fait, cette fonction, elle est forcément obligée d'appeler notre fonction qui est ton main, parce que c'est ce reset vector qui lance le code principal. Bah du coup, quelles sont les fonctions qui sont appelées? Celle-là, celle-là, celle-là. On pourrait regarder quelles sont les valeurs. On peut regarder, dedans. ouais, PUVAR4, donc ce qui se trouve en date 080004AC. 5, 4. Attends. Comment tu sais que ça vaut déjà ça? T'as vraiment des réflexes. Ça commence à ça et ça appelle. Donc ça va appeler une fonction, puis une autre fonction, puis une autre fonction. Ouais, c'est ça, c'est des points d'interface, c'est un tableau pointeur de fonctions normalement. Mais après, donc, je sais pas combien de fonctions il y a dedans, mais. Non plus. Mais ouais. tu vois, c'est toujours la même. 0854. 0854, 0854, 0854. Je pense qu'elle sert pas à grand chose celle-là, mais tu peux cliquer sur 0854 et tu fais. Appuies sur P ou tu changes data pointer, c'est pareil. Okay. Et ça te donne l'adresse. Ah oui, du coup, on peut faire ça. Ok. Donc on peut essayer de faire un truc où celle-là, on sait qu'elle commence à ça. Donc ça, pareil, on peut aller mettre sur celle-là un P. Ouais, ok, ça. Donc on peut se le mettre aussi. PUVAR4 qui commence à ça, on l'a fait. PUVAR5 qui se fait call. Le fait qu'il n'y ait pas d'highlight, c'est d'une tristesse. Ouais, c'est